Bonjour et bienvenue à la leçon sur la fourniture de services de soins de santé fondée sur le chapitre 4 de la boîte à outils de mise en œuvre HSH ou MSMIT, un outil fournissant des conseils pratiques sur la mise en œuvre de programmes complets de lutte contre le VIH et les IST destinés aux homosexuels, bisexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Cette formation vous est dispensée par le MSMGF, le Forum mondial sur les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et le VIH. Dans cette leçon intitulée Approche de la prestation de services, nous présentons les approches de la prestation de services liées au VIH pour les HSH, homosexuels, bisexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Après avoir terminé cette leçon, vous devriez comprendre 1. La prestation de services destinés aux HSH. 2. Les approches cliniques. 3. Les approches communautaires. 4. L'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Et 5. Les espaces sécurisés. Notez que, si tous les domaines de la prestation de services sont importants, cette leçon se concentre principalement sur l'approfondissement des approches communautaires. Commençons en gardant ces objectifs à l'esprit. Il existe différents modèles de prestation de services pour la fourniture d'un continuum complet de services de prévention, de soins et de traitement aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dont le choix dépend du contexte, du nombre de bénéficiaires potentiels et des ressources disponibles. Ces approches peuvent impliquer des organisations non gouvernementales et communautaires ainsi que des prestataires publics et privés. Dans une grande agglomération concentrant de nombreux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, comme une capitale, un centre ad hoc peut être ouvert spécialement pour les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Lorsqu'il est impossible de créer un centre ad hoc pour les HSH, il peut être envisagé de prévoir des horaires de consultation spécifiques pour les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes dans un centre existant. Dans certains contextes, la mise en place de modèles hybrides peut constituer la meilleure solution. Un hôpital public pourrait, par exemple, conclure un partenariat avec une organisation de défense des HSH afin d'établir un lien formel entre l'orientation du conseil et du dépistage du VIH vers des services gérés par des fonctionnaires spécialisés. L'organisation communautaire peut compléter ces services par le biais d'un suivi sur site et d'un soutien à l'observance thérapeutique. Le modèle de guichet unique constitue un principe fondamental commun à tous ces modèles. Il est très apprécié car il permet de réduire le décrochage des patients. Les services groupés peuvent inclure le CDV, la TARV et le traitement des infections liées au VIH, la distribution de préservatifs et de lubrifiants compatibles, la vaccination, le dépistage et le traitement des IST et le dépistage de l'hépatite virale. Voici différents avantages et inconvénients de chaque approche clinique. Chaque contexte national et sous-national est différent. C'est pourquoi le choix de la meilleure approche doit être opéré dans le cadre d'un contexte donné et sur conseil de la communauté. Il ne faut pas perdre de vue que les services peuvent être perçus différemment par les différents sous-groupes d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Certains peuvent être gênés à l'idée de se rendre sur un site qui trahirait leur identité de HSH. Une solution plus acceptable peut consister à créer des cliniques réservées aux hommes, des cliniques privées et des espaces neutres du point de vue du genre, n'étant pas définis ou étiquetés comme homosexuels, mais liés à une organisation respectueuse des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. En revanche, certains hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes très visibles et particulièrement efféminés peuvent considérer les cliniques communautaires conduites par leur père comme la seule option sûre. Toutefois, dans des environnements plus hostiles où il n'est pas possible de mettre en place des organismes offrant ouvertement des services aux homosexuels et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, des établissements de santé réservés aux hommes disposant d'une expertise dans les HSH peuvent constituer une solution de substitution. Nous poursuivrons notre aperçu de la prestation de services par une description détaillée des grandes catégories de l'approche. La première catégorie présentée est celle des approches cliniques, y compris la prestation de services mobiles. Voici différents éléments de la prestation de services cliniques spécifiques aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, pouvant faciliter l'accès aux services, améliorer l'acceptabilité et l'efficacité des soins,
et soutenir l'observance et la rétention thérapeutique. L'application de modèles de services destinés à la population générale directement aux HSH ne constitue pas une approche aussi efficace que celle tenant compte des aspects uniques des communautés HSH. Ces dernières seront assurément plus pertinentes et efficaces. Gardez à l'esprit qu'un établissement de soins non mobile ne constitue pas toujours la meilleure approche pour offrir des services aux HSH. Certains services cliniques, comme les services de traitement des IST, de conseil et dépistage du VIH et de test des lymphocytes CD4, peuvent être fournis à pied ou en camionnette, lors de journées spéciales consacrées à la santé des hommes, dans des centres communautaires, dans des bars et discothèques, dans des lieux de rassemblement ou de rencontre, dans des lieux de travail du sexe, lors de soirées à domicile et chez les membres de la communauté. Que les centres de soins soient mobiles ou non, tous les prestataires de services médicaux doivent recevoir une formation et une mise à niveau constante dans le domaine de l'empathie à l'égard des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, consistant notamment à adopter un comportement éthique. Voici quelques sujets principaux qu'une telle formation doit couvrir. Parmi les sujets de formation, citons le devoir de se montrer respectueux et de ne pas porter de jugement. La prise en considération des besoins spécifiques des sous-populations d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et l'absolue nécessité de préserver la confidentialité de toute information fournie lors des séances de conseil portant notamment sur le comportement homosexuel du patient. Le deuxième type d'approche de la prestation de services que nous examinerons est celui des approches communautaires. Comme déjà signalé, cette méthode d'approche revêt une importance telle qu'elle constitue l'élément clé de cette leçon. Les approches communautaires établissent un lien essentiel entre la communauté et les services de prévention, de soins et de traitement du VIH. Elles renforcent la capacité des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes à s'appuyer sur leur connaissance directe de la vulnérabilité et des risques pour y apporter des solutions pratiques en collaboration avec des membres de leur communauté, renforçant ainsi l'accès aux services et pérennisant les services de prévention, de traitement et de soins du VIH. Les membres formés de la communauté peuvent entretenir des relations avec les autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, comprendre leurs besoins individuels et leur fournir régulièrement des services de qualité ou les renvoyer vers de tels services. Les approches communautaires à l'égard des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes comprennent le renforcement de la capacité des organisations communautaires à évaluer les besoins de la communauté, à concevoir des services de qualité fondés sur des besoins déterminés et à déployer progressivement ces services à mesure que les capacités de l'organisation augmentent. Dans la plupart des localités, le contexte socio-politique, l'incidence du VIH et les comportements à risque des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes détermineront la façon dont les services sont conçus. Dans des contextes plus tolérants, par exemple dans certaines agglomérations, les organisations communautaires peuvent se permettre d'afficher leur travail et d'organiser des manifestations publiques et des séances de sensibilisation en groupe. Néanmoins, dans de nombreux pays, les organisations communautaires doivent travailler discrètement pour offrir des services. Pour plus d'informations sur le renforcement des capacités organisationnelles des organisations communautaires, voir chapitre 6. Examinons à présent la forme que doivent prendre les services communautaires. Étant donné que les intervenants en sensibilisation communautaire jouent un rôle central dans ce type de prestation de services, nous commencerons par présenter un aperçu détaillé du rôle joué par les intervenants en sensibilisation communautaire. Nous nous attarderons ensuite sur les étapes spécifiques de la mise en œuvre d'une sensibilisation communautaire. En troisième lieu, nous explorerons le concept de père pivot et son potentiel pour permettre à des pères HSH de rester fidèles à leur traitement. La plupart des organisations communautaires conçoivent initialement leur travail de sensibilisation autour d'activités pédagogiques individuelles ou collectives, proposant une orientation vers des espaces sécurisés comme des centres communautaires, le cas échéant, ou des prestataires de soins publics ou privés respectueux des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.
Les intervenants en sensibilisation communautaire assurent généralement la conduite d'activités clés, dont voici quelques exemples. Ils organisent des rencontres individuelles régulières avec des HSH dans les zones qui leur sont assignées. Une proportion d'un intervenant en sensibilisation communautaire pour environ 50 hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes peut être appliquée si la densité de la communauté le permet. Leur rôle principal consiste à évaluer les besoins des hommes ayant des rapports avec des hommes en matière de prévention, de traitement et de soins du VIH dans leur zone cible et à élaborer des plans visant à répondre à ces besoins par le biais du réseau du programme. Cette évaluation demande généralement de connaître la quantité de préservatifs et de lubrifiants requis par chaque homme. Maintenant que vous comprenez mieux le rôle des intervenants en sensibilisation communautaire, nous pouvons nous pencher sur les étapes de la mise en œuvre de la sensibilisation communautaire. Elles visent à 1. Cartographier la communauté et élaborer la stratégie de sensibilisation avec des représentants communautaires. 2. Recruter et former des intervenants en sensibilisation communautaire. 3. Mettre en œuvre et gérer les activités de sensibilisation. Et 4. Favoriser des opportunités de leadership chez les intervenants en sensibilisation communautaire. Nous examinerons chacun de ces éléments en détail en commençant par la première étape, à savoir la cartographie et l'élaboration du programme. Il est essentiel de savoir où se trouvent les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et comment entrer en contact avec eux. Pour ce faire, les communautés doivent commencer par cartographier l'emplacement et la taille de la communauté HSH locale. Il s'agit d'un processus auquel doivent contribuer les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes qui connaissent et habitent des endroits où se rassemblent les HSH. Une fois que la cartographie a permis de déterminer des lieux précis au sein de la zone couverte, la participation continue des membres de la communauté est nécessaire pour aider à évaluer la disponibilité et la qualité des services, les caractéristiques de l'environnement, ainsi que les risques et vulnérabilités relatives des HSH individuels. Ce processus peut aussi aider à identifier d'autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes susceptibles de devenir des intervenants en sensibilisation communautaire. Il est important de prendre de grandes précautions lors de la détermination des lieux de rassemblement des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, en particulier dans les pays qui criminalisent les comportements homosexuels ou dans lesquels la violence constitue un sujet de préoccupation. La protection des données et du bien-être personnel des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes au niveau communautaire doit être une priorité. Toutes les informations recueillies doivent être traitées de façon confidentielle. Pour des informations détaillées sur les étapes à suivre dans la cartographie et l'estimation de la taille du groupe cible couvrant la question des besoins de sécurité, voir chapitre 6. La deuxième étape de la mise en œuvre de services communautaires consiste à recruter et former les intervenants en sensibilisation communautaire. Pour y parvenir, plusieurs activités préparatoires doivent d'abord être réalisées. Les organismes doivent 1. Définir la mission des intervenants en sensibilisation communautaire. 2. Élaborer les directives de recrutement, de maintien en poste, d'évaluation et de promotion. 3. Élaborer des programmes de formation. 4. Adapter les outils de sensibilisation aux intervenants. 5. Élaborer un plan de formation par étapes. Et 6. Élaborer un plan de carrière. Après le début d'une nouvelle intervention, ces étapes peuvent sembler intimidantes ou tout à fait impossibles. Si tel est le cas, elles peuvent être mises en œuvre progressivement au fil de l'augmentation du nombre de membres du programme. Examinons chacune de ces étapes plus en détail, en commençant par la définition de la mission des intervenants. La première étape du recrutement d'intervenants en sensibilisation communautaire consiste à définir les critères de sélection nécessaires, ainsi que les rôles et responsabilités, et à les traduire en un mandat encadrant la fonction. Voici quelques suggestions de critères de sélection. Les rôles peuvent être établis sur la base de la liste présentée au début de cette leçon. Veillez à inclure les politiques de rémunération, les frais de déplacement, les indemnités quotidiennes et les autres éléments requis.
La deuxième étape consiste à élaborer les directives de recrutement, de maintien en poste, d'évaluation et de promotion des intervenants en sensibilisation communautaire. Le processus de sélection doit autant que possible être diffusé au sein de la communauté, de sorte que tous ceux qui sont réellement intéressés par cette fonction puissent soumettre leur candidature. Collaborer avec d'autres programmes en place dans l'État ou le pays permet de s'assurer que la rémunération offerte aux intervenants en sensibilisation communautaire est honnête, cohérente et transparente par rapport aux autres programmes. L'étape suivante vise à élaborer des programmes de formation. Vérifier si de telles formations sont déjà disponibles pour ce contexte d'intervention particulier, car cela évitera de perdre de l'énergie à réinventer la roue. Dans l'idéal, le programme doit être élaboré et uniformisé au niveau national ou régional, mais il peut s'avérer nécessaire de l'adapter à des particularités linguistiques ou culturelles locales. De nombreuses ressources de formation spécifiques aux HSH sont déjà disponibles en ligne. La quatrième étape de préparation consiste à recruter des intervenants en sensibilisation pour adapter les outils de sensibilisation en collaboration avec des membres de la communauté HSH. Il pourra s'agir ici de formulaires de suivi quotidien et mensuel évaluant les facteurs de risque et de vulnérabilité individuelle ou encore l'accès aux services. Les outils de sensibilisation doivent être illustrés pour convenir aux intervenants en sensibilisation communautaire faiblement alphabétisés. Ensuite, il convient d'élaborer un plan de formation par étapes visant à renforcer les compétences, la confiance et le leadership des intervenants en sensibilisation communautaire. Ce plan doit prévoir la formation régulière de nouveaux intervenants pour garantir que le programme dispose en permanence des ressources nécessaires. La formation devra également favoriser l'amélioration des compétences et l'exposition de l'intervenant à toutes les composantes du programme. Par exemple, les intervenants en sensibilisation doivent être en mesure d'expliquer aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes en quoi consistent les procédures médicales. La sixième étape est l'élaboration d'un plan de carrière pour les intervenants en sensibilisation communautaire. Ce plan doit leur garantir la possibilité d'assumer des responsabilités croissantes dans la direction des activités du programme et la supervision de la sensibilisation et des autres domaines couverts, en assumant notamment des fonctions préalablement endossées par le personnel de l'ONG. Le plan doit s'appliquer aux activités permettant aux intervenants de démontrer leur leadership dans la conduite d'activités de sensibilisation, de mise à disposition d'espaces sécurisés et de comités communautaires. Une fois les politiques principales mises en place, telles que les 6 politiques que nous venons de mentionner, les organismes peuvent commencer le véritable travail de recrutement des intervenants en sensibilisation. Un processus de sélection d'intervenants en sensibilisation communautaire est décrit ici. Lors du lancement d'un programme, la sélection des intervenants en sensibilisation communautaire peut se faire de façon informelle. L'organisme de mise en œuvre invite des HSH ayant participé à la cartographie et à la planification initiale à s'impliquer dans le programme à titre d'intervenants en sensibilisation communautaire ou à désigner d'autres hommes ayant des rapports sexuels aptes à remplir ce rôle. Dans les deux cas, il convient de respecter les critères de sélection énumérés précédemment. Lorsque le programme évolue, un processus plus structuré de sélection de nouveaux intervenants en sensibilisation communautaire peut être mis en place, tel que celui exposé ici. Notez que le recrutement doit tenir compte du continuum de vulnérabilité au VIH des différents sous-réseaux d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, certains étant plus vulnérables que d'autres. Les recherches indiquent que les hommes proposant des services sexuels payants et les hommes cherchant des rapports sexuels avec des hommes par Internet peuvent présenter une prévalence du VIH plus élevée que d'autres réseaux d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Des intervenants en sensibilisation communautaire issus de ces sous-groupes plus exposés doivent être recrutés pour mener des activités de sensibilisation auprès de leurs pairs. Une fois les intervenants en sensibilisation recrutés, l'étape suivante consiste à les former. Les formations doivent être régulières et menées à différents niveaux énumérés ici. Les programmes de formation doivent être interactifs et insister sur l'importance de l'intégration dans leur travail des expériences et des initiatives des intervenants en sensibilisation communautaire. Ce constat implique également que les formations sont plus efficaces lorsqu'elles sont assurées par des formateurs issus de la communauté. Notez également que les formateurs doivent être rémunérés pour leur travail.
Outre le fait d'être dispensées à plusieurs niveaux, les formations doivent couvrir une large variété de sujets. Voici une liste de certains sujets pouvant être inclus dans les formations au niveau de base. Et voici une liste de plusieurs sujets de formation possibles pouvant être repris dans des formations avancées destinées aux intervenants en sensibilisation maîtrisant déjà les concepts de base. Une fois les intervenants en sensibilisation communautaire recrutés et formés, la troisième étape de la mise en œuvre de la sensibilisation communautaire consiste à commencer à mettre en œuvre et gérer la sensibilisation. La sensibilisation s'opère à deux niveaux. Les intervenants en sensibilisation communautaire gèrent leurs propres interventions de sensibilisation auprès des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, tandis que le personnel du programme supervise et soutient les efforts des intervenants. Pour le premier niveau de sensibilisation avec chaque membre de la communauté HSH, l'intervenant en sensibilisation communautaire adopte une approche de prévention et de gestion de cas en plusieurs étapes qui peut être réévaluée et répétée si nécessaire. Voici une liste des étapes pouvant constituer une telle approche. Le deuxième niveau de mise en œuvre de la sensibilisation des HSH, à savoir la supervision par le personnel du programme et le soutien des intervenants en sensibilisation communautaire, se compose des éléments suivants. 1. Micro-planification. 2. Supervision et soutien à la sensibilisation et 3. Rémunération des intervenants en sensibilisation communautaire. La micro-planification permet aux intervenants en sensibilisation communautaire d'assumer leurs responsabilités et de gérer leur travail. Dans ce type d'approche, les intervenants utilisent leurs connaissances sur la communauté et les informations recueillies lors des rencontres avec les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes afin d'établir des priorités et de gérer les activités de sensibilisation. Les intervenants en sensibilisation communautaire sont formés à l'utilisation d'outils de saisie de données sur la vulnérabilité, les risques propres à chaque individu et les services fournis. Les outils de micro-planification sont conçus pour être faciles à utiliser. Ils sont d'ailleurs souvent illustrés pour être accessibles à des individus faiblement alphabétisés. Ils peuvent en outre être adaptés pour permettre de transmettre un suivi de routine par téléphone mobile en plus de le consigner sur papier. Les intervenants enregistrent les données relatives à chaque entretien individuel avec un HSH et les agrègent sur un formulaire hebdomadaire ou mensuel ou les soumettent par voie électronique, si nécessaire à l'aide d'un superviseur ou gestionnaire. L'objectif premier de ces informations agrégées est de permettre aux intervenants en sensibilisation communautaire d'analyser et de planifier leurs activités de sensibilisation en fonction des besoins les plus urgents des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes qu'ils desservent. Un superviseur en sensibilisation est généralement responsable de la formation, de la motivation et du suivi des activités de 5 à 20 intervenants en sensibilisation communautaire. Il peut s'agir d'un intervenant dont la carrière a évolué ou d'un membre du personnel de l'ONG qui assume ce rôle jusqu'à ce que des intervenants aient été formés à cet effet. Le superviseur observe le travail quotidien des intervenants, analyse leurs données relatives aux différents services proposés et saisit ces données dans un système de gestion informatisé si aucun autre employé n'a été affecté à cette tâche. Le superviseur rencontre chaque semaine son groupe d'intervenants en sensibilisation communautaire, généralement dans l'espace sécurisé ou un centre communautaire. Ces réunions permettent de discuter des cas prioritaires et des problèmes rencontrés, mais aussi de dispenser des formations informelles. Le travail des intervenants en sensibilisation communautaire doit toujours être rémunéré. Ce tableau résume les différentes activités pour lesquelles un intervenant peut être rémunéré. Gardez néanmoins à l'esprit que certaines approches de rémunération peuvent poser des problèmes. Si, au lieu de recevoir un salaire fixe, l'intervenant est payé en fonction du nombre d'individus qu'il a convaincu de se rendre dans un centre de soins ou dans un espace communautaire, il existe un risque de distorsion de la demande qui peut être source de coercition. Outre le versement d'un salaire fixe, certaines mesures d'incitation peuvent s'avérer efficaces et générer une reconnaissance fondée sur l'évaluation. Crédit téléphonique, cadeaux non monétaires, possibilité de leadership indépendante du nombre d'hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes intégrés au programme. La possibilité de participer à des formations ou à des rencontres nationales ou internationales constitue en outre un moyen de reconnaître l'excellente qualité du travail de certains intervenants en sensibilisation communautaire.
La quatrième et dernière étape de mise en place de la sensibilisation communautaire consiste à favoriser les possibilités de leadership pour les intervenants en sensibilisation communautaire. Outre le fait de montrer un certain respect vis-à-vis des intervenants en sensibilisation communautaire, les organismes peuvent favoriser le leadership des manières exposées ci-après. Il importe donc que les programmes adoptent dès leur lancement une approche favorisant l'évolution professionnelle des intervenants en sensibilisation communautaire. En effet, les intervenants en sensibilisation communautaire expérimentés mènent des activités de sensibilisation plus efficaces et assurent un leadership communautaire qui dépasse l'ampleur des services offerts par un programme. La formation et le mentorat des intervenants en sensibilisation communautaire consistent non seulement à former les intervenants en sensibilisation communautaire, mais également à renforcer leur leadership. Les intervenants ayant acquis des compétences de leadership sont plus susceptibles de faire preuve d'esprit critique et de prendre des initiatives pour toucher davantage d'hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Des intervenants en sensibilisation communautaire confiants et formés contribuent à ajouter de la valeur à la sensibilisation, au suivi et à la gestion du programme ainsi qu'au leadership. Voici quelques éléments de programme dans lesquels les intervenants en sensibilisation communautaire peuvent s'impliquer. Des intervenants en sensibilisation communautaire confiants peuvent être capables de mener des actions de plaidoyer auprès de la police, d'aider au suivi du programme, ainsi que de former et superviser les autres intervenants en sensibilisation communautaire. La troisième composante des approches communautaires est l'orientation par les pairs. Pour réduire les décrochages tout au long du continuum de prévention, de soins et de traitement du VIH, des pairs pivots formés peuvent faire office de mentors et de guides pour aider leurs pairs à accéder et à adhérer à un programme. Ces pairs pivots sont des intervenants en sensibilisation communautaire qui connaissent les ressources locales de traitement et de soins mises à la disposition des personnes séropositives. Certains sont eux-mêmes séropositifs et ont fait l'expérience de la recherche et de l'accès à ces services. Les pairs pivots orientent les nouveaux patients du programme de lutte contre le VIH en les faisant passer des services de conseil et dépistage du VIH des centres communautaires vers des cliniques fournissant des services de dépistage et de traitement du VIH. Ils jouent un rôle central non seulement dans des contextes où tous les séropositifs sont tenus de s'inscrire auprès d'un centre ou d'un hôpital public pour y suivre une TARV, mais aussi dans la gestion des cas plus largement. Abordons à présent la troisième approche de la prestation de services pour HSH qui consiste à utiliser les technologies de l'information et de la communication, généralement abrégées TIC. De nombreux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes utilisent les TIC pour naviguer sur des sites à teneur sexuelle, des médias sociaux et des espaces sécurisés au moyen de téléphones mobiles, de tablettes, d'ordinateurs et d'autres dispositifs connectés à Internet ou ne prenant en charge que les SMS. Ces méthodes de connexion peuvent leur permettre d'interagir, anonymement si tel est leur souhait, avec des intervenants en sensibilisation communautaire et des pairs pivots, des prestataires de services de santé et des conseillers, mais aussi d'accéder à des ressources informatives et pédagogiques, ainsi qu'à d'autres liens relatifs au continuum de prévention, de soins, de traitement et de soutien. Les TIC peuvent élargir la portée des services liés au VIH destinés aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et contribuer à leur mise à l'échelle. Les interventions reposant sur les TIC doivent servir à connecter le virtuel au réel en venant compléter les services offerts par les personnes et les espaces. Pour de plus amples informations, voir le chapitre 5. La quatrième et dernière approche de la prestation de services de cette leçon consiste à créer des espaces sécurisés. Des espaces sécurisés doivent être créés dès le lancement des programmes pour favoriser le rassemblement des membres d'une même communauté. Voici une liste des nombreux objectifs d'un espace sécurisé. Il s'agit généralement de locaux loués par le programme et meublés simplement, où les membres de la communauté peuvent se détendre, se reposer, obtenir des informations et interagir. Les espaces sécurisés peuvent également être situés dans le bureau d'une organisation communautaire, d'un organisme de mise en œuvre, d'une clinique ou encore chez un membre de la communauté. Il peut également s'agir d'espaces virtuels. La plupart des fonctions énumérées ci-dessus peuvent en effet être remplies par des espaces en ligne. La location de locaux adjacents présente des avantages permettant par exemple de ne traiter qu'avec un seul propriétaire et de resserrer les liens entre les activités communautaires et les services du programme. Il convient néanmoins de s'assurer que les espaces sécurisés restent la propriété de la communauté.
Il est souvent important de séparer les bureaux d'un organisme de mise en œuvre de l'espace sécurisé et d'indiquer clairement que les leaders communautaires sont responsables de la gestion des activités qui s'y déroulent. Examinons brièvement le processus de mise en place d'un espace sécurisé. Créer un espace sécurisé demande de suivre les étapes ci-après. La première consiste à consulter la communauté. La consultation permet de déterminer l'endroit le plus approprié, les services à proposer, le personnel nécessaire et les heures d'ouverture. Les services doivent être disponibles lorsque les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes en ont le plus besoin. La deuxième étape vise à choisir un endroit approprié. Le lieu choisi doit non seulement être accessible aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, mais également assurer une certaine visibilité du public et tenir compte de la réponse de la communauté plus large, non HSH. Il convient de s'assurer que l'espace en question est à l'abri d'éventuelles intrusions extérieures et policières. La troisième étape consiste à conserver des contrats de bail et entretenir de bonnes relations avec les propriétaires. Il est important que l'espace sécurisé reste implanté au même endroit afin d'éviter l'interruption des services. Le bail signé avec le propriétaire doit établir clairement la durée du contrat et indiquer clairement la finalité et les heures d'ouverture du local. Le loyer doit en outre être payé à temps. La quatrième étape de mise en place d'un espace sécurisé vise à assurer qu'il dispose d'une infrastructure et soit sûr. L'espace sécurisé doit, dans l'idéal, comporter au moins 2 pièces. L'une réservée aux rencontres individuelles ou aux conseils et l'autre au déroulement des activités communautaires. L'espace sécurisé doit être doté d'équipements de base contre les incendies et autres urgences. La cinquième étape concerne l'aménagement de l'espace. Le local doit être à la fois fonctionnel et accueillant. Des tables et des chaises peuvent être entreposées sur l'un des côtés en prévision de la tenue de réunion. Des canapés et des matelas peuvent rendre la pièce confortable. Les murs peuvent être peints ou décorés avec des objets fabriqués par des membres de la communauté. La sixième étape est liée aux environnements hostiles. Dans des contextes où le fait d'être un homme ayant des relations sexuelles avec des hommes fait l'objet d'une discrimination ou d'une criminalisation particulière, un espace consacré aux hommes peut régulièrement être la cible de harcèlement de la part des autorités policières ou autres et donc ne pas être un lieu sûr. Dans de tels cas, la communauté et les organismes de mise en œuvre impliqués dans le processus doivent soigneusement envisager la meilleure façon de répondre aux besoins de la communauté. Il est par exemple possible de demander à une organisation partenaire qui ne dessert pas uniquement les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes d'accueillir l'espace sécurisé. Une fois qu'un espace sécurisé est ouvert, les activités opérationnelles peuvent débuter. En voici quelques exemples. 1. La gestion. Le programme doit allouer des ressources à l'espace. Pour garantir l'appropriation de la communauté, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes doivent avoir le dernier mot dans les décisions relatives à l'espace et à sa gestion. 2. La promotion des services. La distribution de dépliants, l'envoi de messages SMS et le développement d'un réseau communautaire permettent de s'assurer que les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes sont informés de l'existence de l'espace sécurisé et des services proposés. 3. Les règlements internes. Ces règlements doivent être rédigés par les utilisateurs de l'espace eux-mêmes pour que tous s'entendent sur les comportements acceptables, notamment en matière de niveau sonore, pour ne pas déranger d'éventuels voisins, et de consommation de drogue et d'alcool. 4. Les relations avec les voisins. Les gestionnaires d'espaces sécurisés, parmi lesquels figure la communauté, doivent nouer de bonnes relations avec les voisins et la communauté au sens large. 5. La planification de l'utilisation. Si le programme doit exploiter l'espace sécurisé pour des activités impliquant un petit nombre de personnes, celles-ci doivent avoir lieu hors des heures d'affluence pour ne pas entraver l'accès de l'ensemble de la communauté de HSH. 6. L'utilisation par le programme. Les organismes de mise en œuvre en plein essor pourraient vouloir utiliser l'espace sécurisé comme siège ou pour mener d'autres activités liées au programme. Il convient d'éviter une telle évolution et de s'assurer que de telles activités sont minimes. L'espace sécurisé doit rester ouvert à une utilisation informelle de la part des membres de la communauté, malgré son utilisation par le programme. Et 7.
La pérennité. Les espaces sécurisés peuvent être transformés en lieux rentables par la communauté. Par exemple, si cette dernière loue l'espace au programme pour une durée limitée. Les espaces sécurisés peuvent offrir une large gamme d'activités et de services répondant aux besoins spécifiques des communautés qu'ils desservent. Voici quelques exemples de ces activités et services. L'offre d'une vaste palette de services est susceptible d'augmenter la participation communautaire et de contribuer à sa pérennité. Avant de continuer, veuillez répondre aux questions présentées dans cette auto-évaluation de votre compréhension des informations présentées dans cette leçon. Pour rappel, au cours de cette leçon, nous avons abordé des considérations générales à garder à l'esprit lors de la fourniture de services de traitement et de soins aux HSH, ainsi que différentes approches, dont des approches cliniques et des approches communautaires, l'utilisation des technologies de l'information et de la communication et la création d'espaces sécurisés. Afin de vous informer davantage sur la fourniture de services de soins de santé, vous pouvez télécharger un exemplaire du document Mise en œuvre de programmes complets de lutte contre le VIH et les IST destiné aux hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes sur notre site internet msmgf.org.